Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question: l'Église devient-elle une contre-culture en Europe? Benoît XVI effectuait une visite à Malte le week-end dernier. Il a mis l'accent sur la force des racines chrétiennes de ce pays et c'est en évoquant le respect de la vie, la défense de la famille ou encore les droits des immigrés qu'il a affirmé que les valeurs évangéliques devenaient une contre-culture. Alors, Malte, est-ce un vestige de l'Europe chrétienne ou son ultime modèle? L'Église doit-elle proposer un autre modèle de société que le modèle dominant en Europe aujourd'hui? Quelles valeurs évangéliques sont-elles privilégiées? Le respect de la vie, la défense de la famille, le droit des immigrés? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes et de l'information à RCF. Absolument. Paolo Romani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant en France de l'hebdomadaire catholique italien Famiglia Cristiana. Oui. Vous pouvez peut-être, pour les téléspectateurs français, rappeler la place et le tirage de cet hebdomadaire en Italie? Oui, encore une fois, c'est un hebdomadaire généraliste, comme son titre ne l'indique pas. C'est ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un news magazine, et c'est quand même le premier tirage et la première diffusion des news magazines italiens, avec un tirage qui est généralement autour de 700 000 exemplaires, mais là, en ce moment, ils essayent de faire un effort. Alors le dernier numéro a été tiré à 1 million d'exemplaires. 1 million, c'est un beau chiffre, je pense, qui doit faire rêver quelques rédactions en France. Alors, avant de vous passer la parole à tous les deux, je vous propose un petit résumé en images de cette visite du Saint-Père à Malte. C'est une rencontre qu'il a effectuée notamment auprès des jeunes. Vous allez entendre quelques extraits des propos qu'il a tenus dimanche soir sur le port de la Valette. C'est un reportage qui a été concocté par nos amis d'H2O News et on regarde ces images. Le pape a invité les jeunes Maltais qu'il a rencontrés dimanche après-midi à suivre le Christ et ses conseils. La culture d'aujourd'hui, comme toute culture, a-t-il déclaré, encourage des idées et des valeurs qui sont parfois incompatibles avec les valeurs vécues et prêchées par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est facile, quand on est jeune et impressionnable, ajoutait Benoît XVI, d'être influencé par d'autres jeunes du même âge et d'accepter des idées et des valeurs que nous ne savons ne pas être ce que le Seigneur veut vraiment de nous. Je vous exhorte à rendre un témoignage courageux à la sainteté de la vie, au mariage et à la vie familiale. À Malte et à Gozo, les familles savent comment prendre soin de leurs membres âgés et malades et elles accueillent les enfants comme des dons de Dieu. D'autres nations pourraient suivre votre exemple, a dit le pape. Dans le contexte de la société européenne, a-t-il conclu, les valeurs évangéliques deviennent une contre-culture, tout comme au temps de Saint Paul. Avant de quitter Malte pour regagner Rome, Benoît XVI a appelé le peuple maltais à regarder l'avenir avec espérance, avec un égard profond pour la création de Dieu, avec un respect religieux de la vie humaine, avec une haute estime pour le mariage et pour l'intégrité de la famille. Il a invité tous les Maltais à se laisser guider par la doctrine sociale de l'Église dans l'accueil des réfugiés et des immigrés, dans le contexte d'une société unie, solidaire et respectueuse des autres. Alors peut-être une première réaction à tous les deux sur ces propos du pape. Jean-François Baudin, c'est nouveau, ça vous surprend? Quelle première réaction avez-vous à entendre ce qu'a dit Benoît XVI devant les jeunes à Malte? Non, moi je ne trouve pas que ce soit nouveau. D'ailleurs, la phrase exacte, c'est les valeurs évangéliques deviennent une contre-culture. C'est-à-dire que le pape n'appelle pas une contre-culture en disant il faut brandir les étendards identitaires, etc. C'est pas ça. Et son discours est toujours le même. Si on est enraciné dans la parole du Christ, si on est enraciné dans l'évangile, c'est comme une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, dans le monde actuel, nous oblige parfois à être à contre-courant. Moi, je préfère le mot contre-courant que contre-culture d'un certain nombre de développements culturels qu'on voit à l'heure actuelle. Alors, Paolo Romani, d'accord, pas d'accord? Contre-courant, contre-culture? Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être effectivement que le terme, l'expression contre-culture a été mal choisi, disons, et il me semblerait que l'expression contre-courant serait plus adaptée à ce qu'a voulu dire le Saint-Père. Alors moi, contre-courant, contre-culture, c'est intéressant. Je pense que dans le mot contre-culture, moi, ce qui me semble le plus important, c'est le mot culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le christianisme, et notamment à Malte,
est encore une force extrêmement présente, qui irradie, qui irrigue un certain nombre de pans de la vie sociale. Et c'est cette culture-là que Benoît XVI appelle à préserver en quelque sorte. Mais cette culture chrétienne qui est quand même millénaire, qui s'étale sur plusieurs siècles, ne doit pas disparaître au profit d'une culture médiatique qui se met en place depuis plusieurs années et qui, elle, a beaucoup moins de recul. Donc, contre-culture, ça veut dire aussi retrouvons nos racines, restons bien ancrés dans notre culture chrétienne, qui est quelque chose qui a fait ses preuves sur le temps, quand même. Alors, on peut peut-être rebondir, Paolo, sur l'expression retrouvons, parce qu'on sait bien que le voyage de Benoît XVI s'inscrit dans un contexte historique. C'est les 1950 ans du passage de Saint-Paul à Malte. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que l'Église chrétienne a un peu la nostalgie de retrouver une Europe plus chrétienne qu'elle ne l'est aujourd'hui ? Écoutez, il faut voir, le cas de Malte est intéressant parce que Malte est une... bon, alors je ne dirais pas que c'est un vestige de l'Europe chrétienne, mais c'est quand même le vestige d'une certaine Europe chrétienne. Je ne veux pas dire par là que ce soit le vestige d'une Europe chrétienne du temps des croisades, n'est-ce pas, bien sûr, malgré les chevaliers de Malte. Bon. Mais c'est quand même effectivement un pays où apparemment les valeurs chrétiennes, les valeurs évangéliques imprègnent encore toute la vie sociale, la société, et où, par exemple, le pape a souligné que Malte, dans l'Union européenne, est le seul pays où on pense à l'avenir de l'enfant avant qu'il ne soit né, et on pense aussi à la cohésion familiale, parce que c'est un pays où l'avortement et le divorce sont interdits. Bon, alors c'est peut-être, il faudrait voir, parce qu'il y a encore en Europe, il y a aussi la Pologne, l'Irlande et le Portugal, mais enfin bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai que Malte est le seul pays dans ce cas, mais enfin ce qui est sûr et certain, c'est que Malte, où 95% de la population est catholique et peut-être au moins 60 ou 70% pratiquante, n'est-ce pas, est vraiment un exemple. Alors, est-ce une contre-culture? Ça, je ne sais pas. Jean-François. Je pense qu'il faut tenir compte d'une chose, c'est que Malte est une île qui est perdue aujourd'hui au cœur de la Méditerranée, et on sait bien, tout phénomène insulaire génère des espèces de protection. Voilà. Donc aujourd'hui, Malte est sans doute moins touchée par cette culture de mort, ou enfin on peut appeler ça comme on veut, ou c'est ce qui est présenté parfois comme des progrès, que d'autres pays continentaux, mais je crains qu'un jour ou l'autre, Malte subisse à son tour cette espèce de vague qui fait que les législations évoluent, etc. Donc il y a ce phénomène-là. Vous avez parlé de nostalgie tout à l'heure. Est-ce que les églises ont la nostalgie de la culture chrétienne? Je pense que c'est un mot, vous l'avez sans doute employé à bon escient en provoquant, mais qu'il faut bannir. C'est-à-dire que si on est dans la nostalgie, le combat, entre guillemets, est perdu d'avance. La question, c'est pas la nostalgie, c'est dans notre monde aujourd'hui et ses évolutions, comment ces valeurs évangéliques vont continuer à se faire entendre et vont continuer à irriguer une certaine partie de nos actions sociales, politiques, écologiques, humaines, etc. Donc il ne s'agit pas d'être dans la nostalgie de ce qui existait et qui n'existera plus, mais se dire face au monde qui évolue, avec les évolutions qu'on voit, qu'elles soient législatives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, comment les valeurs évangéliques se positionnent et comment elles viennent. Peut-être qu'il y a un travail à faire effectivement sur la manière de les présenter, de les proposer, etc. Mais comment ces valeurs évangéliques vont s'incarner dans la culture qui est la nôtre aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas pour moi d'une contre-culture, mais dans la culture contemporaine, comment ces valeurs doivent retrouver de la vigueur et de la vivacité. Paolo. Oui, alors là, il y a quand même un problème, c'est-à-dire c'est très très bien de défendre les valeurs évangéliques et de faire des rappels continuels à une certaine conception de l'Église. Je ne dirais pas la nostalgie, parce qu'effectivement, nostalgie est un mauvais terme, mais il y a quand même un sérieux problème, c'est que peut-être qu'en s'agrippant aux valeurs évangéliques traditionnelles de l'Église, on risque de transformer la communauté catholique en une sorte de minorité.
qu'elle est dans la réalité dans bien des pays d'Europe aujourd'hui. C'est une minorité chrétienne. Alors il y a minorité et il y a l'impact des valeurs évangéliques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est ça? Oui, c'est ça, justement. Et alors, c'est vrai que c'est déjà une minorité dans beaucoup de pays. Encore qu'il faudrait quand même aller voir si c'est vraiment une minorité de fait ou si c'est une minorité simplement parce que les gens fréquentent beaucoup moins l'Église, mais que quand même ils restent attachés aux valeurs chrétiennes. Moi, je sens dans les propos de Benoît XVI, vous avez parlé de valeurs évangéliques de l'Église. Moi, il me semble que Benoît XVI, dont on sait le caractère professoral, la rigueur intellectuelle, etc., ce qu'il appelle à faire, c'est à ce que les chrétiens soient fidèles à l'Évangile et à la parole du Christ. C'est pas en termes de culture tellement, mais c'est que cet attachement à l'Évangile, cet attachement aux paroles du Christ doit être une colonne vertébrale qui fait que les chrétiens dans le monde d'aujourd'hui ont une certaine position qui peut se retrouver à contre-courant. Mais la base, c'est pas d'être en combat contre la culture actuelle. La base, c'est d'être enraciné dans l'Évangile et enraciné dans les paroles du Christ. Je pense que tout le message de Benoît XVI à Malte, c'est de dire aux jeunes et aux moins jeunes, c'est là, c'est dans l'Évangile, c'est dans ces paroles-là que vous trouverez suffisamment de structuration et de force pour être dans le monde actuel en opposition, alors après on peut dire sur les mots en contre-culture, en contre-courant, etc. Mais la base, elle est là. Il ne s'agit pas de partir au combat contre des cultures qui sont contraires aux valeurs évangéliques, il s'agit de se réancrer pour les chrétiens et pour les catholiques en particulier dans ces valeurs évangéliques. Alors, Paolo Romani, il y a une autre image qui me paraît intéressante pour continuer ce débat, c'est la valeur symbolique de Malte, qui est une île. Et Benoît XVI a bien souligné le rôle historique, là aussi, d'une terre d'échange, d'une terre d'accueil. Là aussi, on est sur cet autre volet des valeurs évangéliques, la notion d'accueil, de solidarité. On pense notamment aux immigrés. Absolument. Alors, comment vous faites, vous, la hiérarchie entre à la fois l'image de s'arc-bouter sur des valeurs traditionnelles, comme disait Jean-François, mais aussi les valeurs d'accueil. Je n'ai pas dit s'arc-bouter. J'utilise à bon escient, comme vous dites, ce terme, Paolo. Non, mais justement, Malte, le cas de Malte est très intéressant, encore une fois, puisque c'est souvent à Malte que débarquent les immigrés clandestins qui traversent la Méditerranée à bord de moyens de fortune, des radeaux. La Sicile et Malte, ce sont les oui, c'est ça. Et l'Italie, bien sûr. Oui, qui reçoit après les... Mais Malte, en tout cas, alors, je dois dire que d'après ce qu'on en sait, d'après ce qu'on lit dans les journaux, d'après ce que disent les immigrés clandestins eux-mêmes, à Malte, ils sont quand même assez bien accueillis, en tout cas soignés, reçus, etc. Encore que souvent on les renvoie ailleurs où on s'en débarrasse en les livrant aux autorités italiennes, quoi, qui ensuite les acceptent ou les renvoient. Mais enfin, c'est vrai qu'ils ont un comportement, les Maltais, qui est exemplaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant que Benoît XVI ait rappelé cela dans son... et rappeler le problème de l'immigration lors de son voyage à Malte, parce que l'Église en Italie, Benoît XVI lui-même, est intervenu plusieurs fois pour dénoncer le comportement des autorités italiennes. Les rapports n'ont pas été très bons ces derniers temps entre le gouvernement de Berlusconi et l'Église à propos de ce dossier justement, de l'immigration. Alors Jean-François Baudin, sur ces questions d'immigration, là aussi on est en plein dans les valeurs évangéliques soulignées par Benoît XVI. Vous disiez, est-ce qu'il faut faire une priorité ou une hiérarchisation de ces valeurs? Non. C'est comme si on faisait une évaluation ou une hiérarchie des paroles du Christ en disant lesquelles sont plus importantes, lesquelles sont moins importantes. Elles sont toutes importantes. Le message, il est à prendre dans sa globalité. Aujourd'hui, ça s'incarne dans des secteurs différents parce que nos sociétés sont faites comme ça. Il y a le social, il y a l'économique, il y a le politique, etc. Bon. Les valeurs évangéliques d'accueil de l'autre, elles sont en complète accord avec les valeurs évangéliques de respect de la vie et d'accueil de la vie. C'est la même chose, j'allais dire, qui doit s'incarner aujourd'hui dans des points différents. Donc, d'ailleurs, l'Église à Malte a toujours été très engagée. Les jésuites, notamment, font un travail d'accueil des réfugiés à Malte très, très important. Donc, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Tout ça est à prendre en globalité, et encore une fois, avec cette pertinence, à mon avis, très forte, et cet appel très fort de Benoît XVI, à aller chercher nos moyens d'action et de positionnement dans ces différents secteurs sur les paroles de l'Évangile et les paroles du Christ. Mais surtout pas de hiérarchie. La défense de la vie, si on parle d'avortement, de mariage, etc., c'est pas plus important que l'accueil du réfugié. Pour moi, ce serait une erreur d'essayer d'hiérarchiser.
Alors Malte, on sait bien, c'est un petit pays, naturellement, qui peut présenter un certain nombre, bien entendu, d'intérêts pour regarder comment les choses se vivent. Mais il y a 36 façons de vivre les rapports entre les églises et les États, on le sait bien en Europe. Alors comment, à votre avis, Paolo et Jean-François, comment peut-on avoir une vision dans laquelle les valeurs évangéliques sont présentes, en sachant que entre ce qui se passe dans l'île de Malte, entre ce qui se passe en France, en Italie ou en Allemagne, c'est très différent? Alors moi je voudrais dire tout d'abord, on n'en a pas encore parlé, que la partie du discours que Benoît XVI a tenu à Malte, et la partie qui concerne, il a insisté sur la honte de l'Église face, et puis sa propre honte personnelle, face à ce triste problème de la pédophilie. Et c'était une partie du discours que j'ai trouvé, moi, très, très émouvante, finalement, et où il a donné preuve. On a l'habitude de considérer Benoît XVI comme un personnage tout d'une pièce, un peu raide, etc. Un professeur un peu distant. Là, oui, c'est ça. Là, on a l'impression qu'il s'est laissé aller et que c'était un discours non seulement d'une haute tenue morale, mais un discours émouvant. Alors, ce que je voudrais ajouter, dont je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est que peut-être... il serait peut-être souhaitable qu'il donne preuve d'autant de souplesse face à certains problèmes qui sont les problèmes de la société actuelle et des chrétiens face à la société actuelle. Alors, est-ce qu'on ne peut pas envisager, comme le suggère le théologien allemand Hans Küng, une série de réformes, une évolution de l'Église qui mettent l'Église plus en syntonie avec la société actuelle, et est-ce qu'il ne faudrait pas, à la rigueur, envisager un nouveau concile? Alors là, ça fait lien en quelque sorte, Jean-François, avec les valeurs évangéliques prônées par Benoît XVI. Vous les voyez radicales, comme le laisse un peu entendre Paolo sur certains points? Je pense qu'il y a le temps court et il y a le temps long. Il me semble que l'Église est dans son rôle quand elle ne cède pas aux sirènes de l'adaptation immédiate et rapide à l'évolution culturelle des différents pays. Voilà. Je pense que elle est porte. Le Concile Vatican II, à l'échelle d'un siècle, n'est pas si loin que ça. Donc oui. il y a encore des choses à revoir. Donc il faut ménager ces deux temps. Donc pour moi, ce qui est important, alors la nécessaire adaptation de l'Église, je la comprends, et je partage votre point de vue, mais la question c'est à partir de quoi et à partir de quel point de départ on se base pour éventuellement voir quelles évolutions sont possibles. Et je pense que si c'est simplement le critère de dire il faut s'adapter à la société moderne, pour faire bref, encore une fois, et vous avez raison, elle est très différente d'un pays à l'autre, parce qu'il n'y a pas une internationale catholique qui serait... je veux dire, nous, on pense en termes européens, mais il y a aussi la Thaïlande, l'Afrique, l'Amérique du Sud, enfin, les situations sont très diverses. Donc, pour moi, la question, c'est qu'est-ce qui sert de point de départ à cette réflexion sur l'adaptation de ce que propose l'Église aujourd'hui, et pas simplement une espèce de dépoussiérage en disant, mince, la société évolue, il faut que l'Église se mette au jour, allons-y vite, et faisons des réformes pour dire, voyez, on est bien dans notre temps. Je pense qu'il faut arriver à gérer ces deux points, le temps long et le temps court, et c'est là, à mon avis, où on n'a pas encore assez travaillé pour se dire quel est le point de départ véritablement de la réflexion et des réformes éventuelles. Paolo, cela nous fait penser souvent à des réflexions quand on dit du côté du Vatican, l'Église n'a pas à être à la mode. Vous dites, des théologiens comme Hans Küng disent l'Église a quand même besoin de se moderniser. Il ne dit pas que l'Église doit être à la mode. Il dit simplement qu'il y a, si j'ai bien compris, sur certains points, on pourrait envisager une évolution. Par exemple, il a insisté sur le fait que l'Église continue d'une certaine façon à être misogyne. On pourrait envisager des diacres ou des femmes, n'est-ce pas, sans qu'elles soient vraiment ordonnées prêtres, mais qui fassent œuvre évangélique, justement, surtout qu'avec la crise des vocations actuelle, peut-être que ça ne serait pas une mauvaise chose. Bon, il faudrait faire une réflexion quand même peut-être plus approfondie sur le problème du célibat
pas des prêtres. Enfin, il y a comme ça différentes choses qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais sur lesquelles on pourrait s'interroger. Alors là, ce sont des questions qui tournent plus à l'organisation générale de l'Église. Il y a aussi les questions qui tournent au lien entre l'Église et la société. D'un côté comme de l'autre, c'est le positionnement de l'Église par rapport au monde d'aujourd'hui qui aujourd'hui interpelle vraiment tous les chrétiens. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot Église. Moi, je me considère faisant partie de l'Église. Je suis laïque. Enfin, je veux dire, l'Église, c'est pas simplement les prêtres, les évêques, les cardinaux, les diacres. L'Église, c'est quand même tout un peuple de gens qui, justement, croient aux valeurs de l'Évangile, qui croient à la résurrection. Enfin, il y a un certain nombre. Voilà. Donc moi, laïque, je considère faire partie de l'Église. Donc on a notre rôle à jouer. Et je considère aussi, enfin, peut-être que je me trompe, que je suis quand même pleinement dans la culture actuelle. C'est pas incompatible. Il n'y aurait pas derrière, d'un côté, l'Église en tant que hiérarchie, organisation qui doit s'adapter. C'est toute l'Église, avec tout ce qu'elle est et toutes ses composantes, qui doit réfléchir. Mais l'Église, elle est quand même bien insérée dans le monde aujourd'hui. La plupart des laïcs sont des gens qui vivent dans la société, qui ne sont pas des clercs, qui ne sont pas ordonnés. Donc c'est là qu'il y a à travailler, qu'il y a à réfléchir. Oui, mais on a parfois l'impression qu'il y a justement, vous avez tout à fait raison de souligner que l'Église n'est pas seulement les prêtres et l'establishment du Vatican, etc. Mais quand même, on a souvent l'impression qu'il y a une divergence entre les laïcs et la structure religieuse. Et que peut-être la structure religieuse ne tient pas suffisamment compte des laïcs. Il y a une double, disons, gouvernance de l'Église, mais qui est déséquilibrée. Alors, dernière question, Jean-François. On dit souvent que, en fait, les valeurs évangéliques, c'est une manière de poser un idéal, de mettre la barre. Et souvent, on entend dire que cette barre, elle peut paraître très haute pour un certain nombre de personnes. Est-ce que c'est là qu'il peut y avoir un problème aujourd'hui ? La question, c'est qu'est-ce qu'est une valeur évangélique ? Si c'est les paroles du Christ, tu aimeras le Seigneur, etc., tu aimeras ton prochain, etc., c'est un programme. Alors évidemment, c'est compliqué à tenir, c'est pas évident, mais c'est quand même... un idéal, c'est fait pour essayer d'être atteint, sachant qu'on sait très bien qu'on ne l'atteindra jamais. Et ceux qui atteignent cet idéal sont quand même très très rares. Donc voilà, il y a une espèce de programme, une ligne de conduite, et à nous, chrétiens, de voir comment on peut s'inscrire dans cette ligne de conduite. C'est sûr que c'est difficile. Alors, nous ne sommes pas attardés sur, bien entendu, la rencontre de Benoît XVI avec des victimes d'abus sexuels sur mineurs. Il a rencontré des personnes, on le sait bien, à Malte, puisque Cato a déjà consacré un certain nombre d'émissions et en consacre une ce jeudi soir sur ce thème de la pédophilie. Je vous propose de passer à notre prochaine rubrique, Contrepoint. Jean-François, en dehors de ce voyage de Benoît XVI à Malte, d'autres sujets vous ont intéressé, je n'en doute pas. Oui, un petit coup de cœur, enfin, ça s'appelle Contrepoint, un coup de cœur, voilà, sur la campagne qu'on voit à l'occasion de la Journée nationale de prière pour les vocations en France, avec toute une campagne, on ne va pas dire offensive parce que c'est un peu exagéré, mais moderne, voilà, moderne tout simplement. Et je trouve que c'est bien de montrer que sur des sujets de cette nature, eh ben, des organismes d'église sont capables de se mobiliser pour proposer une campagne, pardonnez-moi l'expression, qui a de la gueule, c'est-à-dire qui ne fait pas misérabiliste, ringarde, et où on se dit, tiens, ben voilà, là, finalement, c'est pas mal de proposer ça, et je trouve que cette campagne est plutôt bien faite, elle va durer un petit moment. Et ça tombe pas mal, à votre avis ? Ben non, en pleine tourmente sur ces questions. Je crois qu'il faut aussi savoir différencier les choses. Hein. Tous les prêtres ne sont pas des pédophiles. Il y en a qui vivent un sacerdoce, la grande majorité, une majorité écrasante. Voilà. Et donc la question de l'appel à une vie sacerdotale ne doit pas être mise à mal par ces questions qui sont extrêmement douloureuses et sur lesquelles l'Église, quand même, je crois, aujourd'hui fait un vrai travail de fond, et Benoît XVI en particulier, on l'a souligné. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien. C'est pas identitaire, c'est pas revendicatif, c'est dire, ben voilà, on existe, on est moderne, et les prêtres modernes, c'est quelque chose qui est bon pour la société et bon pour tout le monde. Donc petit coup de chapeau pour cette campagne. Paolo Romani, votre contrepoint ? Oui, moi je voudrais revenir sur la question dont on a déjà beaucoup parlé, de la burqa, du voile intégral, pour exprimer quelques perplexités, parce que je ne comprends pas très bien cette obstination du président Sarkozy à vouloir faire promulguer une loi qui interdise la burqa partout, dans tous les lieux, y compris dans la rue, sur la place publique, etc. Alors, je me demande, pourquoi perplexité? Parce que je me demande d'une part s'il est bien nécessaire de légiférer. On a l'impression que vraiment,
on passe son temps à faire des lois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de légiférer alors que dans l'arsenal législatif actuel, il existe déjà, à mon avis, tout ce qu'il faut pour essayer de limiter les effets de la burqa? Et d'autre part, est-ce qu'une loi interdisant la burqa partout, sur tous les territoires, et pas seulement dans les lieux et bureaux publics, services publics, est-ce qu'une telle loi ne risque pas d'être rejetée sanctionnée par l'Union européenne qui déjà fronce les sourcils, hein? Et est-ce qu'en plus, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel en France ne vont pas, eux aussi, la rejeter? Et la troisième chose, c'est que cette loi aussi répressive, disons, aussi radicale, risque d'irriter les musulmans ou une partie de la communauté musulmane en France, ce qui est très importante, et qui va se sentir peut-être encore plus rejetée, qui va voir cette loi comme un obstacle à l'intégration. Alors écoutez, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Nous avions déjà d'ailleurs abordé naturellement cette question du voile intégral, mais comme je le vois que le temps court, il est temps d'achever cette émission. Nous reviendrons, je vous le promets, sur ce projet de loi puisqu'il doit être déposé en mai en France. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com pour la revoir ou pour réagir naturellement. Je vous remercie Jean-François Bodin et Paolo Romani d'avoir participé à cette émission. Merci. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Un très bon week-end.